Elle cherchait à tout prix à être au centre de l'attention. Elle prenait plaisir à détruire la vie des gens. Told you to watch your back, you stupid. J'avais l'impression qu'il était arrivé à un point de non-retour. Bear County 911, what is your location? Hey, I got a black Escalade and a black Range Rover passing people on the wrong side of the road on 1604 going towards Highway 90. They're traveling at a high rate of speed, I don't know, 90, 100 miles an hour. Il voulait prendre ses distances avec elle, mais il savait pas comment s'y prendre. C'est à l'adolescence, période où naissent les premiers émois amoureux, que deux jeunes Texans ont un coup de foudre l'un pour l'autre. Bill Hall Jr. est un garçon de 16 ans, au look de cow-boy très étudié. Frances Argyro est une jeune fille souriante et pleine de vie. Leur histoire naît à San Antonio, au Texas. Frances passe son enfance dans un quartier de logements sociaux. Nous avons grandi dans le lotissement de Cassiano Courts. Nous vivions là-bas, ma mère, Frances et moi. Le voisinage était plutôt dangereux. Il y avait souvent des coups de feu et des règlements de compte. Ma mère nous mettait en sécurité à la maison. Elle faisait de son mieux. Frances aimait tout le monde. C'était un peu comme une deuxième maman pour nous tous. Elle était très gaie et très enjouée. Elle affichait toujours un grand sourire. Bill Hall Jr. grandit non loin de là. C'est un beau jeune homme déterminé à réussir. On s'est construit à partir de rien. On venait d'un milieu modeste. Notre famille était très pauvre, mais nos parents travaillaient dur. Bill était le seul fils de la fratrie. Il avait deux sœurs, mais c'était lui le plus espiègle des trois. Il était du genre casse-cou. Il n'avait pas peur de s'aventurer en terrain glissant. C'était un garçon très intelligent. Bill et Frances se rencontrent pour la première fois en 1980. On était à la maison quand elle m'a dit « Viens par ici, Paula, il faut que je te dise quelque chose. » J'ai rencontré un garçon, il s'appelle Bill. Je lui ai répondu « Bill, vraiment ?» Et elle m'a dit « Oui, Bill. » Leur relation devient vite une histoire sérieuse. Bill est rapidement amené à rencontrer la famille de Frances. Frances m'a demandé de sortir attendre Bill dehors. J'ai vu un pick-up arriver. Il était habillé comme un cow-boy. Il portait un grand chapeau, une chemise beige, un jean et bien entendu, il avait des Santiago aux pieds. Il avait le ceinturon le plus gros que je n'avais jamais vu. En le voyant, je me suis dit « Waouh, ça c'est un vrai cow-boy ». Bill s'habillait toujours comme un cow-boy. Il avait hérité de ça de notre grand-père, qui était du genre à porter ses bottes en permanence. C'était une habitude dans la famille. Oh mon Dieu, il était tellement beau. Leur couple semble être une évidence. Dès l'instant où ils ont commencé à sortir ensemble, ils sont devenus inséparables. Ils faisaient tout à deux, que ce soit aller aux courses automobiles ou au cinéma. Bill était tout pour ma sœur. Dès qu'elle écrivait quelque chose, elle griffonnait toujours dans un coin « Frances aime Bill, Bill aime Frances ». On lui disait « On a compris, Frances ».
Je crois que Bill était vraiment amoureux d'elle. Bill a 18 ans lorsqu'il lui fait sa demande en mariage en septembre 1981. Ma mère ne voulait pas que Frances se marie si jeune. Mais ils s'aimaient, ça sautait aux yeux. Alors ma mère lui a dit, « Tu as ma bénédiction, vous pouvez vous marier. » Ça a été un grand mariage. Tout le monde était sur son 31. C'était une belle noce. Frances était très stressée. Elle me répétait sans cesse, « Je ne sais pas ce que je vais faire une fois que je serai mariée. » Je lui disais, « Tu seras une épouse. » Elle me répondait, « Oui, je l'aime tellement. » L'été suivant, les jeunes mariés découvrent qu'ils s'apprêtent à devenir parents. Oh mon Dieu, tout le monde était aux anges. Ma mère, mon père, la famille de Bill. Il était tellement heureux qu'elle soit enceinte. Au printemps suivant, Frances accouche d'une petite fille, Nikki. Bill était un papa incroyable avec Nikki. On pouvait lire tout l'amour qu'il lui portait dans son regard. Il l'emmenait partout avec lui. Elle était avec eux où qu'ils aillent. Lui avec son chapeau de cow-boy et sa chemise bordeaux, Frances dans ses habits aux teintes similaires, et la petite avec une robe assortie. D'aussi loin que je me souvienne, mes parents travaillaient beaucoup. Souvent, mon père rentrait à la maison tard le soir. Ma mère incarnait plutôt la discipline, et lui, il était celui qui nous gâtait. Bill a une famille à nourrir. Il gagne modestement sa vie en travaillant dans la société de transport routier de sa tante. Bill conduisait habituellement un petit camion Ben dans lequel il transportait des gravats, du sable ou ce genre de choses. Bientôt, la famille s'agrandit avec l'arrivée d'un fils, Justin. Maintenant que Bill a fondé un foyer, il rêve de diriger sa propre entreprise de camionnage. Un soir, on était en train de dîner chez ma mère quand Bill nous a dit « Avant mes 50 ans, je posséderai une centaine de camions. » On n'a pas vraiment relevé. On lui a dit « D'accord, Bill. » Il a insisté « Non, je parle sérieusement. Avant mes 50 ans, je posséderai une centaine de camions. » Bill travaillait toute la semaine dans la poussière et la saleté, à charger et décharger des débris dans son camion. Pour chaque cargaison qu'il transportait, il était payé entre 60 et 70 $. Frances faisait le ménage chez des particuliers et acceptait n'importe quel petit boulot pour aider Bill à payer les factures. La vie n'était pas simple, mais il s'en sortait. En 1989, Bill réalise son rêve et devient patron de sa propre entreprise. Quand il a acheté son premier camion, il était tellement fier. Quelques mois plus tard, il en a acheté un autre. Puis il a embauché un chauffeur et il a monté son entreprise. En très peu de temps, on s'est retrouvé à 6 ou 7 employés. On travaillait jour et nuit. Et Bill était avec nous, à nos côtés. Mon père était en quelque sorte le cerveau de cette entreprise. Et ma mère s'occupait des tâches administratives, comme la gestion des factures ou des bulletins de paye, ce genre de choses. J'ai commencé à travailler pour lui et l'entreprise a décollé. En tant qu'employé, on était fiers de travailler là-bas. En l'espace de quelques années, l'entreprise Bill Hall Trucking prospère et enregistre de grosses rentrées d'argent. Je crois que Bill était très fier de sa réussite. Quand on tire une telle satisfaction de son succès, on a juste envie de profiter de la vie. Et c'est ce qu'il a fait. Il était convaincu que quand on travaille dur, on doit se faire plaisir. On a tout fait ensemble. Sortir faire la fête, boire, courir après les filles. Je pense que c'est ce qui l'a amené à prendre les mauvaises décisions. L'amour de jeunesse entre Bill et Frances a rapidement laissé place à un mariage heureux
et une famille de 2 enfants. En moins de 10 ans, à force de travail et de détermination, ils sont devenus patrons d'une entreprise de camionnage florissante. Il a commencé à acheter de plus en plus de camions. Ça devenait une grosse affaire. Il rentrait à la maison et nous disait « Hey, devinez ce que j'ai acheté aujourd'hui ? Ces camions vont permettre à l'entreprise de grossir. » L'entreprise de Bill dominait complètement le marché du transport routier dans le Texas. Son empire s'étendait même en Louisiane, dans l'Oklahoma et dans tous les États voisins. Il avait réussi à accomplir ce dont beaucoup de personnes rêvent. L'essor considérable que connaît son entreprise permet à Bill de gâter sa famille et ses amis. Il gagnait énormément d'argent. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait acheter tout ce dont il avait envie. Il aidait tout le monde dans la famille. Mon père adorait offrir des cadeaux. Je pense que c'était l'une des choses qui le rendait le plus heureux. Il aimait nous voir nous émerveiller et exploser de joie. Il avait acheté un Lincoln Navigator à ma mère. Il y avait un énorme nœud dessus. On s'est tous exclamé « Waouh, ça c'est un beau cadeau !» Je pense que cela le rassurait de savoir qu'il était capable de nous faire vivre confortablement grâce à tous ses efforts. Il aimait montrer à tout le monde qu'il avait de l'argent. Quand on était avec Bill, on savait qu'on allait bien manger. On passait toujours un excellent moment en sa compagnie. Il aimait les bonnes choses et voulait ce qu'il y a de plus raffiné. C'était incroyable. Un jour, on est allé à Las Vegas. Il avait plus de limites, il voulait juste s'éclater. On misait de l'argent au casino. Quand je me retrouvais à sec, il me tendait une liasse de billets. C'est là qu'on pouvait se rendre compte qu'il était plein aux as. Bill est devenu un entrepreneur riche. Il dépense sans compter et ne s'en cache devant personne. On sortait dans les bars et les boîtes de nuit. Bill payait toujours l'addition. Il disait, c'est la tournée du patron. Va me chercher un verre et prends ce que tu veux. Il n'était pas rare que la note s'élève à 5 000 $ à la fin de la soirée, juste parce qu'il avait offert des coups à tout le monde. On en profitait tous quand il payait sa tournée générale. Il sortait en bande, lui, ses cousins, ses amis. Il buvait et prenait du bon temps. Nos femmes restaient à la maison et gardaient les enfants. On sortait s'amuser parce qu'on travaillait dur toute la semaine. Frances allait jouer au bingo avec sa belle-mère car elles adoraient ça. Frances aimait les bonnes choses de la vie, mais elle pouvait aussi s'en passer. Peu lui importait d'avoir 5 000 ou 50 $ en main. Elle était restée très simple. Elle continuait de cuisiner comme une mère au foyer et préparait ses tortillas elle-même. Elle ne montrait pas qu'elle avait de l'argent, contrairement à Bill. Elle avait gardé les pieds sur terre. Elle n'était pas du genre à dépenser sans raison. Il lui proposait tout le temps de voyager. Ça pouvait être un séjour aux Bermudes, comme une virée à San Francisco. Et il voulait découvrir le monde. Mais Frances n'avait pas forcément les mêmes envies. Elle a refusé plusieurs fois de partir avec lui. Ça l'avait beaucoup affecté. Il commençait à se dire qu'il avait fait quelque chose de mal et qu'elle voulait plus de lui. En 2010, la famille Hall est à la tête d'une entreprise multimillionnaire. Mais la tentation grandit souvent dans l'ombre du succès. Bill et Bonnie se sont rencontrés à un festival au Texas. Bill était là avec quelques amis et Bonnie vendait des brochettes de poulet avec sa tante. Bill et ses amis s'approchent pour acheter des brochettes. Leurs regards se croisent et c'est le coup de foudre.
Bonnie Contreras est une mère célibataire de 28 ans. Bill tombe sous le charme. Après leur rencontre, on est allé dans un bar. Comme d'habitude, Bill a payé plusieurs tournées. Elle le regardait d'un air de dire « Gling, 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 j'ai touché le gros lot ». Elle le lâchait plus. C'était vraiment comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Je pense que ça a été très flatteur pour Bill de voir qu'une jeune fille s'intéressait à lui alors qu'il était avec ses amis. Ça doit être très valorisant. Tout le monde aime faire l'objet de ce genre d'attention. L'attraction est mutuelle. Elle aimait ce que Bill représentait. Il suffit de le regarder. Il aime la vie, il aime sortir, il aime les motos, il sait prendre du bon temps. À qui ça ne plairait pas? On a commencé à discuter de sa relation avec Bonnie. Elle devenait une nouvelle compagne. Il passait de plus en plus de temps avec elle. Il nous disait qu'il était gagnant sur tous les plans. Il menait sa vie nocturne avec sa compagne et il avait sa vie domestique avec la femme qu'il aimait vraiment. Je lui disais, t'es un patron d'une grosse entreprise. T'es marié et père de famille. Fais attention à ce que tu fais, tu pourrais tout perdre. Nous sommes en 2013 et Bill s'apprête à fêter ses 50 ans. Sa famille ignore tout de la liaison qu'il entretient depuis 3 ans avec Bonnie Contreras. Bill menait clairement une double vie. Et ça lui convenait parfaitement. Il espérait que ça dure le plus longtemps possible. Il voulait le beurre et l'argent du beurre. Il continuait à participer régulièrement à des sorties de chasse et de pêche. Il n'y avait donc rien d'inhabituel à le voir s'absenter un week-end entier. Du coup, on n'a jamais vraiment eu de soupçons. Lorsqu'il se retrouve loin de sa famille, Bill s'affiche clairement avec Bonnie et l'embrasse même en public. Il a commencé à s'interroger. Peut-être que j'ai envie d'être avec Bonnie. Peut-être que je veux repartir à zéro. Il me parlait même de faire un enfant. Pourtant, 31 ans de mariage ne s'effacent pas du jour au lendemain. Et la famille représente tout pour Bill. Frances était au centre de toutes ces conversations. Il nous parlait de Frances alors qu'on était à table avec lui et que Bonnie Contreras était assise à côté de nous. Il disait, quoi qu'il puisse se passer entre Frances et moi, je te demande de jamais mal la traiter ou la regarder de travers. Je l'aime, c'est la mère de mes enfants et ça changera jamais. Mais Bonnie Contreras veut faire sa vie avec Bill et refuse d'être reléguée à la 2e place. Que ce soit pour des questions d'argent ou d'attention, elle n'était jamais satisfaite de ce que Bill avait à lui offrir, car elle savait qu'elle était en compétition avec Frances. Elle voulait être la seule femme de sa vie. Sur les photos, Bonnie et Bill ont l'air d'un couple heureux et épanoui, mais les apparences sont parfois trompeuses. S'il ne passait pas assez de temps avec elle, elle piquait une crise, au point de l'appeler 15 ou 20 fois d'affilée. Ma mère avait posté sur les réseaux sociaux que mon père lui avait acheté une nouvelle voiture. Quand Bonnie a vu ça, elle l'a menacé en lui disant que s'il ne lui offrait rien, elle irait tout raconter à sa femme. Mon père lui a donc acheté une vieille Mercedes. Mais c'est loin d'être suffisant. Elle le harcelait par message. Si tu ne me réponds pas, je dirai tout à Frances. Je sais où elle habite, j'ai son numéro. Elle fouillait dans le répertoire de Bill pour récupérer les numéros. Elle le menaçait de tout raconter à ses enfants. C'était de la folie. Bonnie ne tarde pas à mettre certaines menaces à exécution. Elle commence à suivre la famille de Bill. Un jour, on était au théâtre et elle s'est assise à 3 rangées d'écart. Elle a envoyé un SMS à mon père pour lui dire qu'elle était juste derrière nous. Il ne savait pas quoi faire. Ma mère n'avait aucune idée de ce qu'il se passait.
Il se sentait même plus à l'aise chez lui, car Bonnie rôdait devant la maison. Elle l'assaillait de questions. Pourquoi vous êtes-vous couché à 1h du matin? Ou que faisiez-vous dans la chambre? Pourquoi avez-vous éteint la lumière à 2h? Bill ne se sentait plus du tout en sécurité, car où qu'il aille, il savait qu'il pouvait être suivi par Bonnie. Elle avait des photos de ma mère devant la maison, en train de décharger les courses. Elle les envoyait à mon père en lui disant « Je suis devant chez toi. Si tu ne fais pas telle ou telle chose pour moi, je raconte tout à ta femme. » Le harcèlement, les messages, les menaces, les photos, les vidéos. Ça a pris des proportions démesurées. Il est venu me voir et il m'a raconté que Bonnie le menaçait de tout révéler à sa famille. Elle prenait des photos qu'elle lui envoyait. Elle lui faisait du chantage et inventait des horreurs sur lui. À un moment donné, il en a eu assez. Il lui a dit « Fais ce que tu veux, va tout raconter à Frances et à mes enfants, je m'en fiche. » Le 13 septembre 2013, Bonnie appelle Frances. Elle lui avoue sa relation avec son mari. Elle était dévastée. La nouvelle l'a anéantie. Elle était en état de choc. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ait pu lui faire ça. Elle me dit que cette femme a mon âge et que ça fait 3 ans que ça dure. Frances veut tirer au clair la relation que Bill entretient avec Bonnie. Bill a tout raconté à Frances. Il n'avait pas le choix. Il devait le faire. Il lui a avoué toute la vérité. Il a également reconnu qu'elle avait des photos de leur rapport sexuel. Le cœur brisé, Frances met Bill dehors, mais elle ne se résout pas encore à tirer un trait définitif sur leur mariage. Elle nous a confié qu'elle voulait essayer de recoller les morceaux avec Bill. Elle lui avait consacré trop d'années de sa vie pour renoncer à leur couple. On savait tous qu'elle l'aimait malgré tout. Je crois qu'accorder son pardon ou essayer de recoller les morceaux s'annonçait difficile pour ma mère. Mais j'ai toujours senti chez ma mère et chez mon père la volonté d'essayer de sauver leur histoire. Le couple se donne rendez-vous dans un hôtel du coin pour discuter de leurs problèmes. Mais leur conversation est soudainement interrompue. Elle essaie de s'introduire dans l'hôtel en se faisant passer pour une femme de chambre. La réception appelle la chambre de Bill et Frances. Ils décrochent et répondent qu'ils n'ont pas de linge à récupérer. Elle prétend ensuite être la femme de Bill. La réception passe un nouvel appel. À ce moment-là, Bill et Frances comprennent qu'elle est sur place. Bonnie est évacuée par les agents de sécurité. Furieuse, elle commence à envoyer des messages à Frances. Bill était très contrarié par la tournure que prenait la situation. Malgré sa liaison, il a toujours cherché à protéger Frances. Sa femme passait avant tout le reste. Et Bonnie avait vraiment fait un faux pas ce jour-là. Mon père a dit « Je dois me débarrasser d'elle ». Mais il n'a pas réussi. Octobre 2013. Bill et Frances Hall essaient de sauver leurs 31 années de vie commune. Mais la maîtresse de Bill, Bonnie Contreras, se met en travers de leur chemin. La situation était très tendue entre l'épouse et l'amante. Je pense que la maîtresse a inutilement mis de l'huile sur le feu. Bonnie bombarde Frances de messages et de photos d'elle-même. Certains clichés montrent des moments d'intimité partagés avec Bill. Au début, ma mère ripostait. Puis après quelque temps, elle a commencé à se demander comment Bonnie pouvait savoir autant de choses sur elle. Les messages que Bonnie adressait à Frances étaient horribles. Envoyer des représentations d'un appareil génital féminin après une hystérectomie à une femme en lui disant qu'elle est bonne pour la poubelle et que c'est pour ça que son mari ne veut plus d'elle, c'est blessant. C'est rempli de haine et je trouve ça atroce. Il faut être déséquilibré.
Mais cette briseuse de couple, à quoi s'attendre d'autre? Elle veut récupérer son homme. Mais ce n'est pas son homme. C'est le mari de Frances. Ce qui est intéressant, c'est que la discussion par message entre Frances et Bonnie se termine par quelques échanges très agressifs. En réalité, ce n'est pas Frances qui écrit, mais Bill. Mon père s'est emparé du téléphone et a commencé à répondre à Bonnie. La conversation s'est envenimée. Il lui a écrit des choses horribles qu'il était le seul à connaître sur elle. Elle avait vraiment tenu des propos incorrects envers ma mère. Bill intervient trop tard. Les messages de sa maîtresse ont dévasté Frances. Elle avait perdu du poids. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Je me souviens qu'elle m'appelait parfois et qu'elle éclatait en sanglots au téléphone. C'est très dur pour un enfant d'entendre sa mère dans cet état-là. Je l'avais toujours vue comme une super-héroïne et là, elle était juste anéantie. Frances était complètement effondrée. Elle était brisée. Elle était incapable de se concentrer. Elle se rendait au travail, mais elle était comme absente. Elle pleurait sans arrêt. Le 9 octobre, Frances atteint un point de rupture avec Bill. Ma mère était à bout. Elle avait perdu le sommeil et ils ont eu une violente altercation. Ils se sont donné des coups. Elle libérait enfin toutes ses émotions. Elle lui a ordonné de partir. Rejoins-ta et va-t'en d'ici. Je ne veux plus te voir. Ça me fait trop mal. Il avait nulle part où aller. Il avait besoin de réconfort, que quelqu'un lui dise que tout allait bien se passer. Il s'est tourné vers Bonnie. En apprenant que Bill est de nouveau auprès de sa maîtresse, Frances est terrassée. Les membres de sa famille et de sa belle-famille se font du souci pour elle. À ce moment-là, tout le monde est au courant. Ses proches essayent de la soutenir psychologiquement, parce que ça fait tellement longtemps que Bill et elle sont ensemble. On la suppliait de ne pas faire de bêtises. On la connaît, on sait qu'elle a les ressources psychologiques et la force nécessaire pour surmonter tout ça. Dans les jours suivants, des événements vont venir envenimer la situation déjà tendue. Je reçois un appel de ma mère qui me dit « Je vais voir ta cousine disputer son match de volley. » Puis, je n'ai pas de nouvelles d'elle pendant quelques heures. Bonnie et Bill se rendent à Corpus Christi pour le week-end. Bonnie conduit une voiture qui appartient à la famille Hall et Bill est sur sa moto. Malheureusement, alors qu'ils sont en route, ils croisent Frances. C'est la première fois qu'elle voit Bonnie Contreras. Ma mère m'appelle et me dit « Je viens de croiser ton père et cette qui le suivait en voiture. » Cela suffit à mettre Frances dans une colère noire. Lorsque Frances les croise, elle fait demi-tour et elle commence à les suivre. Elle se cramponne à son volant et se dit qu'elle... Je vais l'affronter. Je vais lui dire « Tu le veux pour toi? Eh bien prends-le, j'en ai plus rien à faire. » Bill est devant sur sa moto. Il est suivi par Bonnie et Frances ferme la marche à bord de l'escalade. Elle roule peut-être à 120-130 km/h et leur fait signe de s'arrêter sur le côté. C'est une route à deux voies où la bande d'arrêt d'urgence est très étroite. Il n'y a donc pas de place pour s'arrêter.
Bill se rend compte que Frances est en train de les suivre. Il se rabat alors sur la bande d'arrêt d'urgence. Il continue de rouler à plus de 100 km/h. À ce moment-là, c'est Bonnie qui se retrouve devant à bord du Range Rover. Frances la suit au volant de l'escalade et Bill se retrouve derrière. Bear County 911, what is your location? Hey, I got a black Escalade and a black Range Rover passing people on the wrong side of the road on 1604 going towards Highway 90. They're traveling at a high rate of speed, I don't know, 90, 100 miles an hour. That they're hauling ass, driving on the wrong side of the road, acting like idiots. Bonnie change de voie pour essayer de semer Frances, mais cette dernière continue de la suivre. De son côté, Nikki essaie désespérément de joindre sa mère. J'essayais de l'appeler. Je voulais savoir si tout allait bien. Elle me rappelle finalement un quart d'heure plus tard pour me dire qu'elle est derrière Bonnie, mais qu'elle ne voit plus mon père. Je lui suggère alors de faire demi-tour et d'aller voir où il se trouve. Elle rebrousse donc chemin, puis elle me rappelle en me disant « J'ai trouvé ton père ». Bill Hall gît à environ 30 mètres de la route. Il se trouve loin de sa moto. Il a perdu ses bottes dans la chute et souffre d'un traumatisme crânien important. Je me dirige immédiatement vers Bill. Je m'agenouille à côté de lui. Il n'arrêtait pas de me répéter « Je n'arrive pas à respirer, j'ai plus de souffle ». Les secours amènent une civière. Je me revois leur dire « Ne le touchez pas, laissez-moi faire ». Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai basculé vers moi et ils ont glissé la civière sous lui, puis ils l'ont allongé. Bonnie arrive sur place 10 ou 15 minutes plus tard. Elle se dirige immédiatement vers les agents de police et leur dit « J'ai tout vu, c'est elle, elle l'a percuté ». Les enquêteurs ne croient pas à la théorie d'un accident. Frances est menottée et placée en garde à vue. Je me souviens que j'ai demandé à un officier « Pourquoi vous m'arrêtez? Je dois rester avec mon mari ». Bill est transféré à l'hôpital. À 21h50, les médecins déclarent son décès. Avec mon frère, on a été installés dans une pièce à part. Quelqu'un nous a annoncé le décès de notre père. On ne s'y attendait pas du tout. C'était évident pour nous qu'il allait survivre à cet accident. La course-poursuite se transforme en véritable drame. Frances, qui se trouve encore sur les lieux de l'accident, est informée du décès de son mari. Ça a été l'une des choses les plus difficiles. De ne pas avoir pu l'accompagner jusqu'au bout. La pensée qu'il est resté seul jusqu'à son dernier souffle va me hanter pour le restant de mes jours. Frances est emmenée au poste de police pour subir un interrogatoire. Je voulais me retrouver face à Bonnie pour régler nos comptes une fois pour toutes. Je voulais lui dire que ça suffisait, qu'elle nous laisse tranquilles, mes enfants et moi. Et si elle le voulait pour elle, elle pouvait l'avoir. Je n'ai jamais eu l'intention de leur faire du mal. Surtout à Bill. Jamais. Un autre témoignage téléphonique enregistré par les secours atteste que Frances a heurté Bill. Bear County 911, what is your location?
1604 right past Medina River. Okay, what's going on? I just saw Escalade sideswipe motorcycle and the man needs medical attention immediately. And it's for the motorcycle rider, correct? Yeah, the motorcycle driver. Les dommages sur la voiture de Frances confirment la collision avec la moto de Bill. C'est l'aile arrière de la voiture du côté passager qui a percuté Bill. Le guidon de la moto a fait exploser la vitre arrière du véhicule de Frances. Ça a eu des conséquences catastrophiques, car Bill et sa moto ont été propulsés sur le bas-côté. Bonnie fournit également aux enquêteurs un élément de preuve accablant. Told you to watch your back, you stupid. Je vais devoir vivre le reste de ma vie avec ce message vocal sur la conscience. C'était une réaction à chaud, et c'était de toute évidence une erreur. Le message laissé par Nikki sur le répondeur de Bonnie constitue une preuve irréfutable sur le déroulement des événements. Lorsque Frances appelle sa fille Nikki pour lui dire qu'elle va régler ses comptes avec eux, ce n'est clairement pas dans l'optique d'avoir une conversation anodine. Malheureusement, c'était une pièce à conviction que la justice pouvait utiliser contre ma mère. Le procureur estime que ce message vocal est une preuve incontestable que Frances s'est lancée dans cette course-poursuite avec la volonté de nuire à Bonnie. Bonnie explique que pendant qu'elle conduit, sa voiture se fait tamponner à plusieurs reprises. Il ne fait aucun doute que Frances était au volant, mais la théorie d'un accident est remise en cause. Frances est finalement accusée de tentative de violence aggravée à l'encontre de Bonnie ayant abouti à la mort de Bill. Au regard de la justice texane, c'est un meurtre concomitant d'un crime. L'histoire d'amour entre Bill et Frances Hall connaît une fin tragique. Bill est mort et Frances se retrouve sur le banc des accusés. On était tous choqués quand on a appris qu'elle était tenue pour responsable de sa mort. Je ne réalisais pas ce qu'il se passait. Puis on s'est retrouvés pris dans un engrenage infernal. Le cauchemar venait de commencer. Dans sa déposition, Bonnie Contreras raconte sa collision initiale avec Frances. At first, I thought maybe somebody had hit me from behind by accident, but then when I looked back, I saw that it was Miss Hall, Frances. L'affaire est traduite en justice. La défense plaide non coupable, arguant que Frances n'a pas percuté Bonnie volontairement. Je pense que Frances s'est laissée surprendre par le freinage soudain de Bonnie qu'elle talonnait. Bill la suivait de trop près et il a dû faire un écart pour l'éviter. Frances prétend qu'elle ne s'est pas rendue compte que sa voiture avait percuté Bill. Je me souviens avoir vérifié que Bill était bien derrière. Puis Bonnie s'est arrêtée net. Elle a pilé. J'ai écrasé la pédale de frein. Je me souviens de la secousse qui a agité toute la voiture. Elle transportait un énorme bloc de granit à l'arrière de sa voiture. Chaque fois qu'elle freinait, elle l'entendait glisser. J'ai entendu un grondement, c'est vrai. Mais j'ai cru que c'était le granit dans le coffre. Elle prétend ne pas savoir ce qui s'est passé, mais la vitre arrière du véhicule est cassée. Elle n'y prête pas attention. Elle ne pense qu'à affronter la maîtresse de son mari. Les jurés rendent leur verdict. Pour eux, Frances a délibérément tenté de percuter Bonnie, entraînant la mort de Bill. Elle est accusée d'actes de violence aggravée et d'homicide involontaire. J'étais accablée. Je n'y croyais pas. Je n'en revenais pas d'être reconnue coupable. La première chose à laquelle j'ai pensé, ce sont mes enfants. Ils venaient de perdre leur père.
Ils ne pouvaient pas perdre leur mère. Lorsque le verdict est tombé, j'ai cru m'évanouir. Je ne pouvais pas y croire. Elle risquait d'être condamnée à la prison à perpétuité. Dans une tentative désespérée de réduire la peine de Frances, ses avocats décident d'invoquer une circonstance atténuante, la présence d'un trouble émotionnel évident. En résumé, il ne s'agit pas de nier toute la responsabilité, mais de démontrer que les circonstances et les événements à ce moment-là altèrent la capacité de réflexion et de jugement. Les actes reprochés peuvent être justifiés. Il incombe alors aux jurés de déterminer si les actes de Frances étaient prémédités ou irréfléchis. On a invoqué cette circonstance atténuante parce qu'elle pouvait ramener la peine de Frances à une durée comprise entre 2 et 20 ans. Cela fonctionne. Frances est condamnée à 2 ans de réclusion criminelle. En septembre 2018, elle est libérée. Mais Bill continue d'occuper ses pensées. Bill a été mon premier, mon seul et unique amour. Je ne rencontrerai jamais d'autre homme comme Bill Hall Jr. Jamais. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il a pleinement profité de la vie. La route 1604 contournant l'autoroute de San Antonio au Texas rappellera toujours à Frances la date du 10 octobre 2013, le jour où sa vie a basculé en croisant pour la première fois Bonnie Contreras. Si j'étais rentrée à la maison, rien de tout ça n'aurait eu lieu. J'étais tellement en colère contre elle. Je lui en voulais d'utiliser mes enfants et ma famille comme un moyen de pression pour garder Bill auprès d'elle. Elle s'accrochait à lui. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai décidé de faire demi-tour et de la prendre en chasse. Bonnie a déclaré que la mort de Bill avait été préméditée par Frances pour se venger de l'adultère. Frances a toujours dit qu'il s'agissait d'un accident. Je pense que la mort de Bill n'est que la conséquence des choix qu'il a faits. Les événements se sont enchaînés et ont malheureusement abouti à cette fin tragique. En définitive, maintenant que toute cette histoire s'est tassée, j'ai perdu mon mari. Mes enfants ont perdu leur père. Le plus dur pour moi, c'est de me trouver face à mes enfants et de les regarder dans les yeux, en sachant que quelque chose que j'ai fait de manière involontaire a provoqué la mort de leur père. C'est comme si je ne pouvais pas les regarder en face.